Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Gaël Fossé naît le 18 décembre 1985 à Lisieux et décède le 27 avril 2007 à Saint-Germain-la-Campagne. Beaucoup d'éléments démontrent que c'est un proche de Gaël qui l'a tué. Elle lui aurait ouvert la porte. La maison a été nettoyée après le crime. Il n'y a donc aucune trace, hormis 4 ADN sur son pyjama. Qui a tué Gaël Fossé il y a 15 ans? Et surtout pourquoi? Nous sommes donc 15 ans plus tard. Y a-t-il encore un espoir de découvrir de nouveaux éléments pour confondre son meurtrier? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du meurtre non résolu de Gaël Fossé. Tout d'abord, la découverte du corps. Gaël a 21 ans. Elle vit avec son petit ami Steven dans une maison dans le nord de l'Eure depuis 3 ans. C'est une jolie jeune femme, sans soucis particuliers et sans ennemis. Son père au départ ne s'inquiète pas trop de ne pas avoir de nouvelles, mais après quelques heures, il se rend chez elle. Ce 27 avril, il est 18h30, lorsque les parents de Gaël ferment un magasin, une pâtisserie d'Orbec. Pas très loin donc de son adresse, et attendent qu'elle passe leur rendre leur voiture qu'elle a pris le 26 avril. Gaël doit également aider son frère à rédiger une lettre de motivation. Mais à 19h, ils sont de plus en plus inquiets. Gaël ne donne aucune nouvelle. Ils tentent de la joindre sur son portable, mais tombent inlassablement sur le répondeur. Son père appelle Steven, son petit ami, qui est en déplacement professionnel à Saint-Étienne. Et à 22h, n'obtenant aucune réponse, son père décide d'aller frapper à sa porte. Il parcourt donc les quelques kilomètres qui les séparent du domicile de Gaël et Steven. Il fait le tour de la maison et remarque de la lumière. Cette lumière se trouve dans la chambre. Il estime donc que Gaël est bel et bien là. Mais il a beau frapper pendant une bonne demi-heure, personne ne répond. Donc, à 22h30, il repart chez lui chercher les doubles des clés et revient vers 23h. Et rencontre devant la maison un homme. Il s'appelle Johan, c'est un ami de Steven. Il est pompier volontaire. Steven l'a appelé car il s'inquiète. Lui non plus n'a plus aucune nouvelle depuis hier soir. Pourtant, il y a de la lumière et la voiture est garée devant la maison. Donc ils sont certains, Gaël est bel et bien dans la maison. Pourtant ils ont beau frapper et appeler, personne ne répond. À 23h, ils entrent enfin dans la maison. Ils avancent, passent l'entrée, découvrent que le chien du couple y est enfermé. Ils parcourent le couloir, remarquent quelques traces de pas. Et remarque aussi que le sol est légèrement humide, presque sec. En s'enfonçant dans l'obscurité de la maison, il découvre le corps de Gaël, à demi nu dans le salon, avec de multiples plaies sur le corps. Johan, l'ami de Steven, demande au père de s'écarter. Il constate que Gaël est morte. Il demande au père de sortir de la maison. Il reste donc seul avec le corps de Gaël, qu'il recouvre d'un linge. Les gendarmes sont appelés et sont sur place à 23h30. Gaël est assassiné à Saint-Germain-la-Campagne, dans le département de l'Eure, dans la nuit du 26 au 27 avril 2007. L'autopsie du corps a eu lieu le 29 avril. Gaël a reçu 66 coups de couteau dans sa maison. Le premier coup, porté dans son dos, lui a été fatal. Le tueur s'est donc acharné sur son corps inanimé. Des coups au thorax, au crâne et au visage. Pas de traces de viol, mais l'agression a été très violente.
peut être due à la frustration du tueur. Il y aurait donc un côté passionnel dans le crime. Le tueur a frappé et a eu beaucoup de mal à s'arrêter. Les enquêteurs remarquent aussi que le sol a été très bien nettoyé. De l'assouplissant pour le linge a servi à nettoyer le sol et les murs. Donc, le tueur a pris le premier truc qui était à sa portée. Les enquêteurs se posent une question. Est-ce qu'il a eu de l'aide? Et combien de temps est-il resté dans la maison? 2 verres sont retrouvés dans la maison. La question que je me suis posée, c'est est-ce que le ou les tueurs ont nettoyé la maison sans laver les verres? Et donc, où est-ce que les verres ont été retrouvés? L'enquête va déterminer que Gaël a été tué en fin de soirée, entre 22 et 23 heures. Dans son sang, le médecin légiste retrouve une quantité plus ou moins élevée d'alcool, un taux de 0,81 g d'alcool par litre de sang. Donc elle aurait bu 3 bières ou 3 verres de vin ou 3 verres de whisky dans la soirée. Seule ce soir-là ou avec son ou ses invités nocturnes. Avec 0,81 g d'alcool dans le sang, elle subit quelques conséquences, comme des troubles de l'équilibre, des problèmes de concentration et un temps de réaction rallongé, ainsi qu'une désinhibition. Il n'y a pas de traces d'effraction, donc Gaël connaissait la personne qui l'a tuée, ou alors cette personne a tout fait pour qu'elle lui ouvre la porte. Ces clés sont pour certains sites retrouvées sur la table de la cuisine, qui sont habituellement dans la serrure, pour éviter les effractions, et dans d'autres sites, y compris dans le podcast d'RTL, qui me semble plus plausible, c'est que le tueur les ait prises pour refermer la porte d'entrée. Sur le jogging, les techniciens trouvent 4 ADN, celui de Gaël, celui de Steven et 2 ADN inconnus. Au cours de l'enquête, il y aura au total 700 auditions, soit 1800 PV d'audition, des pistes, et un suspect sera même écroué en 2007. Son ADN correspond à un des ADN inconnus. Le compagnon de Gaël est interrogé mais vite mis hors de cause, car il était à presque 7 heures de route du domicile. Un ami du couple, Grégory E, sera lui fortement suspecté. Il était ami avec Gaël et Steven, son copain, et se rendait souvent chez eux pour jouer à la console. Et il connaissait également Gaël depuis le lycée. C'est un fêtard qui étrangement ne va pas reconnaître tout de suite connaître Gaël. Quand les gendarmes l'interrogent, il est en prison. Il a pris 18 mois de détention, dont 4 mois fermes, pour avoir agressé sexuellement une adolescente de 16 ans. 6 mois après le meurtre de Gaël. Il serait entré par effraction, sachant très bien que l'adolescente était seule à la maison. Il l'agresse sexuellement et, complètement saoul, s'endort dans son lit. Il va partir le lendemain matin comme si de rien n'était. Un témoin rapporte l'avoir vu la nuit du meurtre près de la maison de Gaël et Steven. Mais après 18 mois de prison, Grégory E, ami et voisin, est remis en liberté faute de preuves matérielles. Car la seule preuve qu'ils ont, c'est le témoignage et l'ADN retrouvé sur le pyjama de Gaël. Mais comme Grégory E était souvent chez le couple, il pourrait s'agir d'un ADN de transfert. Gaël se serait assis sur un siège sur lequel Grégory E se serait assis. Il y a aussi le comportement de l'ami de Steven, Johan, le pompier volontaire. Il reconnaît, lui, avoir vu Gaël le 25 avril, dans le domicile du couple, pour lui parler de sa situation personnelle. Il était séparé de sa compagne et était éloigné de ses 2 enfants, et il en souffrait. Comme rien n'indique qu'il voulait flirter avec Gaël ou qu'il pourrait lui en vouloir pour X ou Y raison, il est innocenté. Le dernier ADN inconnu correspond à un des employés des pompes funèbres. Il n'y a donc plus aucun indice, rien qui ne permette de confondre le tueur, hormis des aveux ou un témoignage providentiel. Les gendarmes vont aussi retracer les derniers jours de vie de Gaël,
avec son téléphone et des témoignages. Le 18 avril, une semaine avant sa mort, elle trouve refuge chez ses parents. Elle ne veut plus voir son voisin, Gregory E., l'ami de Steven, dans sa maison. La nuit du 21 au 22 avril, elle passe la soirée avec des amis en discothèque. Une amie, Jennifer Gardon, et une autre qu'elle ne connaît pas. Le 25 avril, elle se dispute avec cette autre amie, car cette dernière lui aurait dit vouloir avoir des rapports sexuels avec Steven, son copain. Elle se dispute dans son domicile. Le 26 avril, à 8h du matin, son père la dépose sur son lieu de stage. À midi, il va la chercher et ils déjeunent ensemble avec sa mère. À 13h, Gail prend la voiture de son père pour se rendre sur son lieu de stage. À 18h, elle va faire ses courses et rencontre sur le parking du Carrefour Éric Dupin. Ils discutent environ 45 minutes et se séparent. Ensuite, elle fait ses courses, rentre, et jusqu'à 20h55, elle est au téléphone avec Steven, son petit copain. Puis à 21h, elle reçoit un texto et entre un numéro de portable dans ses contacts. Ces horaires précis, je les ai trouvés sur Reddit, qui a donné sa source, une émission dédiée au crime. Mais les derniers jours de vie de Gail montrent une certaine inquiétude vis-à-vis de Gregory E., qui la mettait très mal à l'aise. Même si il y a une très grosse différence entre entrer par effraction au domicile d'une jeune fille de 16 ans et l'agresser lorsqu'on est sous, rappelons qu'il s'est endormi dans le lit de sa victime et qu'il est parti le matin en oubliant tout ce qu'il avait fait. Ce qui est contradictoire pour moi en tout cas avec la discrétion et le professionnalisme entre guillemets du nettoyage de la scène de crime. Le samedi 26 avril 2014, une marche blanche est organisée à Orbeck par ses parents pour le souvenir de Gail Fossé. Sa maman enverra même une lettre au tueur via les journaux. En juin 2012, une amie de la victime est placée en garde à vue. Les enquêteurs relèvent quelques incohérences sur ses déclarations de 2007. Cette amie se serait donc rendue chez Gail la veille de sa mort, et une dispute aurait éclaté entre elles sur un conflit amoureux à propos de Steven. Cependant, elle n'a pas été poursuivie faute de preuves. L'arme, un couteau pris dans la cuisine du couple, ne sera jamais retrouvé. Les clés ne seront pas retrouvées non plus. Au cours de l'année 2016-2017, la juge d'Évreux reprend le dossier, réinterroge les témoins. Gregory E. est placé sous contrôle judiciaire. En 2018, la juge redemande une série d'auditions. Le dossier de Gail n'est pas clos, la justice ne lâche rien. Encore aujourd'hui, l'enquête continue. 15 ans se sont écoulés depuis son meurtre. La justice ne baisse pas les bras. Le juge d'instruction a demandé un co-crime, un coordinateur des opérations criminalistiques de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Pontoise, de se plonger à nouveau dans le dossier, de tout revoir avec un œil neuf. Et puis les techniques en matière d'ADN ont beaucoup évolué depuis. Donc ils effectuent de nouvelles recherches ADN sur le pyjama de Gail. Un ADN partiel sera retrouvé, mais il ne donne rien. Gail se serait fait agresser et tuer en fin de soirée, entre 21h et 22h. Après le crime, le tueur soit reprend ses esprits et va nettoyer la scène de crime, ou, dans la panique, après le meurtre, est appelé un proche, un ami de confiance à l'aide. Soit Gail connaissait la personne qui l'a tué, soit la personne l'a influencée pour lui faire ouvrir la porte alors qu'elle était en pyjama. Il y a, je trouve, une dissonance entre la violence de l'acte meurtrier et le nettoyage de la pièce. Le crime est rapide et violent. Il fut soit pulsionnel sans que la personne ait pu retenir ses coups, soit prémédité
mais l'arme du crime est prise sur place. C'est déjà arrivé. Et le nettoyage de la scène de crime qui, à contrario, a pris du temps. Et il a fallu être dans le contrôle de ses gestes, attendre que le sol ait commencé à sécher et sortir de la maison sans se faire remarquer. Comment le tueur a-t-il pu sortir de la maison sans se faire voir? Pourquoi le chien ne l'a pas attaqué? Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce que le tueur l'a amadoué d'une façon ou d'une autre? Y a-t-il un agresseur et un nettoyeur? Pour partir, il n'a pas fait de bruit. Soit il est venu en voiture et n'a pas paniqué au retour et a roulé normalement, soit il est venu à pied. Et autre question que je me pose, Gaël a été retrouvé à demi nu. Alors, où est passé le haut de son pyjama? Car dans mes recherches, je n'ai trouvé aucune information sur son haut de pyjama. Donc, est-ce que le tueur l'a pris ou est-ce que, dû au secret d'instruction, ce haut de pyjama a été retrouvé, mais les gendarmes ne disent rien. Autre chose à savoir, je suis allée sur un site suisse en ce qui concerne le taux d'alcoolémie. Pour que son taux d'alcool soit monté à 0,81 g par litre de sang après 3 verres d'alcool, il faut environ 2 heures. Elle décède entre 21 et 22 heures, selon les constatations du médecin légiste. Alors soit elle est vraiment morte dans ces horaires-là et aurait bu ses 3 verres d'alcool vers 18-19 heures, soit elle serait décédée plus tard au cours de la nuit et aurait pris ses verres avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes, peut-être vers 21h, 22h, en tout cas après l'appel de son copain, et serait décédée du coup vers minuit, 1h. Et de ce fait, le nettoyage de la scène de crime a été fait entre 1h et peut-être 6h du matin. Il y a donc encore énormément de questions, peut-être dues au secret d'instruction, qui ne révèle pas tous les éléments au public, ce qui est tout à fait légitime, pour confondre le tueur. J'espère donc que cette affaire sera elle aussi résolue. Malheureusement, le manque d'éléments, probants en tout cas, fera que ce sera des aveux spontanés ou le témoignage d'une personne qui dira que un de ses proches a changé de comportement dans les jours qui ont suivi le crime. La personne est soit devenue plus instable, soit à contrario a cherché à réparer en quelque sorte les conséquences de son crime sans aller en prison, en devenant une personne peut-être plus responsable, plus posée. C'est en général les conséquences d'une très grosse agressivité. Ça s'appelle la réparation, mais sans passer par la case détention. Il y a peut-être 2-3 éléments qui manquent. Vous l'avez vu, pour les clés, il y a eu quelques contradictions en fonction des sources, mais ça arrive assez souvent malheureusement. Mais ils sont tous d'accord que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Alors c'est peut-être le couteau dans la cuisine ou une autre arme que le tueur avait sur lui. Et peut-être que le nettoyage de la scène de crime a été fait non seulement pour effacer le crime en soi, mais effacer ses traces. Porter 66 coups de couteau dans le corps d'une personne l'a peut-être blessé lui aussi. Donc lui ou elle. C'est peut-être aussi une femme qui a tué Gaël. Donc la personne était peut-être blessée à la main, droite ou gauche, pendant un certain temps. Et a donc nettoyé la scène de crime pour ne vraiment plus laisser aucune trace de sang. Que ce soit les projections sur le mur ou la mare de sang provoquée par les coups. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour les actualités crimes et disparitions. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,